Bonjour, voici la deuxième partie du cours sur la réaction chimique par échange de protons, dans laquelle nous allons parler de ce qu'on appelle les domaines de prédominance, regarder ce qui se passe quand l'eau réagit avec l'eau, parler un petit peu des bases et des réactions entre les acides forts et les bases fortes. Alors que se passe-t-il quand on fait réagir un acide avec de l'eau? Essayons de voir ce qui va se passer avec l'acide nitrique, et on va comparer avec ce qui se passe pour l'acide éthanoïque. Dans les deux cas, l'acide se transforme en la base conjuguée et H2O se transforme en H3+. Il y a un échange de protons entre les deux, c'est une réaction acido-basique. On va prendre une certaine quantité de l'acide, par exemple 0,4 mol dans les deux cas, la même quantité, et on va suivre ce qui se passe dans un tableau d'avancement. Alors dans le premier cas de l'acide nitrique, en fait, on va avoir un tableau d'avancement très classique, et à la fin de la réaction, l'acide nitrique sera le réactif limitant, il n'y en aura plus à la fin, tout va se transformer. C'est ce qu'on appelle un acide fort. Tout l'acide se transforme en sa base conjuguée. Si on fait l'expérience avec l'acide éthanoïque, en fait, on va se rendre compte qu'à la fin de la réaction, quand la réaction n'évolue plus, il reste de l'acide éthanoïque. En fait, le X final est inférieur au X maximal que l'on peut prévoir avec un tableau d'avancement. Vous voyez qu'en fait, ici, il n'y a pas de réactif limitant, il reste des réactifs et pourtant la réaction n'évolue pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une réaction, c'est deux réactions. La réaction inverse existe aussi. L'ion éthanoate réagit avec l'ion oxonium pour fabriquer de l'acide éthanoïque et de l'eau. Et donc en fait, on a une compétition entre deux réactions, et donc on ne va pas épuiser complètement la réactif limitant, on va arriver vers un statu quo, un équilibre. Ce genre d'acide est nommé un acide faible. Voyons maintenant ce qui se passe quand on fait réagir un acide fort avec une base forte. Alors à ma gauche, un acide fort, l'acide chlorhydrique, et à ma droite, une base forte, la soude. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces bouteilles? Ce sont des solutions, dans les deux cas. Pour fabriquer la solution d'acide chlorhydrique, on a mis du chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau, et donc en fait, ce chlorure d'hydrogène, c'est une base forte, c'est un acide fort, pardon, va se transformer en sa base conjuguée, Cl-. Donc dans la bouteille, on va avoir de l'eau, bien sûr, des H3O+, et des Cl-. Du côté de la soude c'est une solution d'hydroxyde de sodium, solide, qu'on met dans l'eau. Donc, l'hydroxyde de sodium va se transformer complètement pour fabriquer des Na+, et des OH-. Donc dans la bouteille, on a de l'eau, des OH- et des Na+. Donc quand on mélange ces deux bouteilles, qu'est-ce qui va réagir ensemble? Bien, ce qui va réagir ensemble, c'est d'un côté les H3O+, et de l'autre côté les OH-. Et donc la réaction qui va se passer, c'est H3O+, plus OH- qui va fabriquer de l'eau. Donc quand on mélange un acide fort et une base forte, c'est toujours cette réaction qui se passe. H3O+, plus OH-. Parce que, quel que soit l'acide fort ou la base forte, ils ne sont plus présents, ils se sont dissociés en se mélangeant avec l'eau. Il faut savoir aussi que c'est une réaction exothermique, donc il faut prendre des précautions quand on fait cette réaction, parce que l'augmentation de température peut être assez importante. Donc pour un acide faible, quand il réagit avec l'eau, sa réaction n'est pas totale, mais c'est un équilibre entre deux réactions, c'est pour ça qu'on met les flèches dans les deux sens. Et donc pour savoir où est l'équilibre, et pour prévoir ce qui va se passer, il nous faut la connaissance de la constante d'acidité de cette réaction-là, qui est donc la multiplication de la concentration en A- fois la concentration en H3O+, divisée par la concentration en H, tout ceci à l'équilibre. La constante d'acidité n'a pas d'unité. Alors, pour chaque couple, on a une constante d'acidité. Par exemple, voici celle pour l'acide éthanoïque, l'ion éthanoate, et voici d'autres couples avec leur constante d'acidité. Et donc, vous pouvez, avec la valeur de cette constante d'acidité-là, vous pouvez prévoir ce qui va se passer quand vous mélangerez l'acide avec l'eau. Alors, en classant les couples par Ka croissant, comme ceci, on se retrouve avec les acides les plus faibles en bas, avec les Ka les plus faibles, et avec les Ka les plus forts, on a les acides moins faibles, on va dire. Alors pourquoi si on appelle 1 et 2 les sens des réactions qui sont en équilibre, pour avoir en fait un acide relativement fort, il faut un sens 1 relativement fort. Et donc des concentrations A- et H3O+, assez fortes. Si A- et H3O+ sont assez forts, alors le K va être grand. Si c'est plutôt AH qui est fort, alors le K va être petit. Donc en bas ici, on a les acides très faibles, et en haut, on a les acides un petit peu moins faibles. Pour terminer ce cours, parlons un petit peu
du pKa. Alors le pKa, c'est comme pour le pH, hein, le petit p qui est devant, on veut dire moins log, hein, et donc on peut parler de Ka pour un couple ou de son pKa. pKa, ça sera moins log du Ka. Alors dans les cas présents ici, par exemple ici pour l'acide éthanoïque, le pKa sera de 4,8, hein, je prends la valeur du Ka et je prends moins log. Et pour les autres, c'est exactement la même chose. Donc le classement en pKa est inversé par rapport au Ka. C'est juste plus pratique pour parler des valeurs. Alors, quand un acide faible est dans l'eau, est en solution avec l'eau, donc il y a un équilibre entre deux réactions chimiques, et l'information importante pour savoir ce qui va se passer, c'est le Ka. Alors voici l'expression du Ka. On pourrait prendre moins log de tout ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Regardons. Moins log de Ka pour la partie gauche, et de l'autre côté, moins log de tout ceci. Je vais détailler. Ça va me faire moins log d'A- sur H, moins log d'H3O+. Or, moins log d'H3O+, c'est le pH. Et moins log de K, c'est le pKa. Donc tout ceci, je peux l'écrire pKa moins log de A- sur H plus pH, et je peux renverser tout ceci pour écrire que le pH est égal au pKa moins log de A- sur AH. Bon, d'accord. Alors ceci nous montre que la valeur du pKa pour le pH est atteinte quand A-, la concentration d'A- est égale à la concentration de H. C'est-à-dire que sur une échelle de pH, la valeur du pKa est atteinte quand on a la concentration de AH qui est égale à la concentration de A-. Et quand on est en dessous, en fait, ça veut dire que la concentration de AH est supérieure à celle de A-. Et quand on est au-dessus, ça veut dire que la concentration de A- est supérieure à la concentration de AH. Donc la forme basique ici est plus importante, et ici c'est la forme acide qui est plus importante. La quantité est plus importante. On dit que ici la forme acide prédomine, alors que ici la forme basique prédomine. Quand ces formes ont des couleurs différentes, alors c'est très visuel. Par exemple ici, vous voyez, la forme acide est rouge et la forme basique est jaune. Donc on voit bien que pour des pH inférieurs à 3, c'est la forme acide qui domine, et pour les pH supérieurs à 4, c'est la forme basique qui domine. Et donc on peut en déduire que le pKa de ce couple-là est entre 3, entre un pH de 3 et 4. Voyons l'exemple des acides carboxyliques. Voici la formule générale de l'acide carboxylique. C'est un acide car le H qui est ici peut partir facilement, et donc l'acide va se transformer en sa base conjuguée qui est un ion carboxylate. Et le H a disparu ici, le H+ a disparu. Donc sur une échelle de pH, du côté acide, par exemple ici, si on prend comme exemple l'acide propanoïque, du côté des pH acides, c'est la forme acide qui va dominer, et du côté des pH basiques, c'est la forme basique qui va dominer, et la frontière est au pKa. Donc le pKa de ce couple ici, c'est 4,87. Deuxième exemple avec les amines primaires. Voilà la formule générale d'une amine primaire, et une amine primaire est une base faible, parce que le NH2 peut capter un H+, pour se transformer en NH3+. Donc, sur une échelle de pH, du côté basique, c'est la forme basique qui va dominer, avec le NH2, hein, et en dessous du pKa, c'est la forme acide qui va dominer de la même façon, donc ici par exemple avec l'ion éthylammonium et l'éthylamine. Dernier exemple, nous allons parler des acides alpha-aminés. Ces acides sont très importants car ce sont les briques élémentaires de tout ce qui est vivant sur Terre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide alpha-aminé? Il est basé sur la structure d'un acide carboxylique, et en position alpha, on va rajouter en fait une fonction amine, comme ceci. Voici un acide alpha-aminé, c'est l'alanine, un des plus simples. Alors cette alanine a des propriétés acido-basiques. En effet, elle est une partie ici a les propriétés d'un acide carboxylique, et une partie a les propriétés d'une amine primaire. Donc on a besoin de 2 pKa pour décrire ce qui va se passer du point de vue acido-basique. Sur une échelle de pH, donc, nous aurons deux frontières, les 2 pKa. En dessous de pKa1, qui correspond donc à celui de l'acide carboxylique, on va avoir la forme la plus acide de l'acide aminé. Hein. Donc le OH est sous sa forme acide, et le NH2 est sous sa forme acide aussi. Donc en dessous de pKa1, voici comment on va retrouver cet acide alpha-aminé. Au-dessus de pKa1, le OH ici va se transformer, et on va avoir au moins, voici la deuxième forme, donc vous voyez c'est à la fois un ion positif et un ion négatif,
Et au-dessus de pKa2, c'est ici le NH3+, qui va se transformer et devenir le NH2. Donc voici les trois possibilités pour cette molécule. En fait, on ne la verra jamais comme elle est écrite en haut ici. Elle est soit anion positif, soit anion négatif, soit les deux à la fois.